Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Booba, personal trainer et créateur du média First Room Magazine. Booba est un explorateur. Il a besoin de se nourrir intellectuellement pour comprendre le monde dans lequel il vit. On a parlé de plein de choses passionnantes. Comment être un bon head trainer ? Pourquoi avoir une vision 360 degrés de son activité ? Le concept des 3 spécialisations, ses meilleures stratégies pour trouver des clients, les leçons apprises de son rôle de head trainer, sa vision du coaching, son média, First Room Magazine, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Booba. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Booba. Salut Booba. Salut Andy. Je suis tombé un petit peu, je ne sais pas comment je suis tombé la première fois sur ce que tu faisais, mais j'ai trouvé ça intéressant, cool. Et je pense que tu as pas mal de choses à partager entre ton business de personal training, la mise en place de formation, etc. On va parler aussi tu me parlais en off du boxing qui cartonne. Et je l'avais découvert moi, mais il y a très très longtemps, hein, quand j'avais été en Nouvelle-Zélande, ça cartonnait déjà le personal training, le boxing. Bref, il y a plein de choses que j'aimerais discuter avec toi. Juste avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir. Déjà, je m'appelle Booba. Je suis personal trainer, coach sportif, entrepreneur, chef d'entreprise. On va dire que, en fait, j'aime pas me définir par une profession parce que je pense que quand on a une passion, on peut être un peu touche à tout et on doit être au four et au moulin, en tout cas, dans sa passion. Mais on va dire que je suis dans le milieu du fitness depuis maintenant 6 ans et j'habite à Paris et voilà. Ok. Et comment tu es tombé du coup dans le fitness ? C'était qui Booba avant du coup, avant le fitness ? Alors, ouais, c'est une très bonne question parce que on va arriver sur la première anecdote. Alors, en fait, comment je suis devenu personal trainer, enfin, comment je suis tombé dans le milieu du fitness, c'est assez cocasse. C'était en 2015, dans les années 2015-2016. Je suis parti à Rio, au Brésil, avec 8 potes à moi. On était 8, enfin 8 ou 9. Ça devait être la fête, non ? En plus, c'était 2016 parce que c'était juste après les JO ou juste avant les JO, je sais plus. C'était entre le carnaval et les JO. Donc, c'était une super année. Il y avait plein d'événements. Rio, ça bougeait. C'était super. On était parti en vacances avec des amis. Et en fait, pour l'histoire, l'idée, c'est que quand on est parti à 8, on s'est tous inventé une vie là-bas, en fait. Parce que moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais à la fac, mais je décrochais un petit peu. J'étais pas trop fan de la filière que j'étais en train de faire à l'époque. Et je me rappelle que mes potes aussi étaient en train de se chercher un petit peu professionnellement parlant. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait tous le même maillot du PSG à l'époque. Et tous mes potes ont dit qu'ils faisaient partie de l'équipe réserve du PSG et qu'on était là pour un stage à Rio. Tu vois, on s'inventait des filles on s'inventait des vies devant les filles, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, comme à l'époque, j'étais baraque parce que je faisais beaucoup de muscu, ils ont dit que j'étais leur coach sportif. Et en fait, c'est resté comme ça. Et tout le monde me dit, ah, mais ouais, ça se voit, t'es coach, etc. Alors que pas du tout, juste je m'entraînais, j'avais aucune notion de pédagogie, de méthodologie d'entraînement ou quoi au caisse. Et me cherchant, je me suis dit, mais je kiffe le sport, je fais depuis tout petit énormément de sport. La musculation, j'avais découvert ça 3 ans avant. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, pourquoi pas? Et la chance que j'avais, c'est que une des potes qui était là-bas avait sur Paris une amie qui était coach sportive et qui avait fait une formation juste à côté de chez moi. Donc, elle nous a mis en relation. Quand je suis rentré sur Paris, j'ai entamé les démarches et tout naturellement, je me suis dirigé vers un centre de formation et
me suis formé. Voilà comment je suis devenu coach sportif. Alors, effectivement, c'est original. On me l'avait encore jamais faite, celle-ci. Donc, Je pense pas qu'on te la refera non plus, mais on va dire que je suis pas allé vers le fitness, on va dire, c'est plus le fitness qui est venu vers moi, on va dire ça. OK. Et tu faisais quel type d'études avant? Qu'est-ce que tu souhaitais faire avant de se lancer dans cette carrière-là? Comme un bon nombre de jeunes de ma génération, je pense que j'étais surtout en train de suivre un cursus. Simplement, je me posais pas de questions. L'école, pour nous, c'était normal. Ça veut dire qu'on devait aller à l'école. Donc, d'abord, tu es au collège, ensuite, tu vas au lycée, tu essaies d'aller en général. Quand tu es en général, tu essaies d'avoir une filière scientifique ou économique. Moi, j'ai fait la filière économique. Et après avoir décroché mon bac, naturellement, c'était la fac, une fac d'économie et de gestion. En OK. fait, il n'y a rien de passionnant, juste quelqu'un qui n'est pas éveillé et qui suit le cursus tel qu'il est établi, en fait, qui suit le chemin, quoi. OK. Et du coup, tu étais parti sur une vision du modèle salarié? Ou tu avais déjà cette ambition de vouloir avoir ton business ou autre? Totalement, j'étais totalement parti dans l'optique d'être salarié. Pour moi, l'objectif déjà la perspective d'être entrepreneur, c'était pas quelque chose que je connaissais, ni de par ma famille, ni de par les relations que j'ai pu avoir. Tout le monde était dans le salariat, que ce soit ma mère, mon père, ma sœur, ma grande sœur, tout le monde était dans le salariat. Donc, pour moi, c'était naturel d'avoir, en fait, comme je te dis, le cursus, quoi. Tu vois, as ce cursus classique, tu vas à l'école, tu as tes diplômes, tu fais ta fac, tu trouves un bon métier, une bonne profession, un bon salaire, un bon CDI pour gage de sécurité, etc. Et j'étais parti pour ça. Et même en tant que coach sportif de base, quand je fais la formation, moi, dans l'optique, d'être salarié dans une salle de OK. base. Et c'est une école privée ou c'est ouais, tu as C'était une école privée, je pense. Ouais, c'est les BP. Donc, les BP sont tous privés, je crois. ouais, mais après il y a les Crêpes ou autres, mais Non, c'était pas le CREF, ouais. c'était à l'IMF, l'Institut des métiers OK. de la France sur Paris. OK. Euh, C'était le club, le BP le plus proche de chez moi. C'était en face de chez moi, en fait. OK. Donc, c'était pratique. Et il s'est avéré que c'était une excellente école aussi. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. OK. Qu'est-ce que tu retiens de cette année, du coup, d'études? Ce que je retiens, c'est que, en fait, moi, j'étais un petit peu en décrochage scolaire, on va dire, à l'époque de la fac. Et en fait, l'IMF ou le BP m'a réconcilié avec les études. Ça m'a réconcilié avec les études parce que Ça te plaisait? Et donc, du coup, ça me ça… plaisait, voilà. Et on a souvent tendance, moi je suis pas très fan du système scolaire et de l'éducation nationale telle qu'elle est vue, parce que c'est pas assez orienté sur aider la personne à se diriger vers ce qui lui convient, c'est plus à la mouler. Et ça, j'ai du mal avec ça, parce que quand quelque chose ne me parle pas, ne me passionne pas, j'arrive pas à bosser. En fait, je peux pas me poser une heure sur quelque chose qui me passionne pas. Après, je dis pas que dans le métier de coach sportif, tout ce qu'on fait nous passionne, mais la finalité, si, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Et moi, si je sais pas pourquoi est-ce que je fais quelque chose, j'ai du mal à m'investir dedans. Donc, le fait de devenir coach, on avait de l'anatomie, de la physiologie, etc., etc. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé au début, ils n'étaient pas trop chauds pour me prendre parce que je venais un peu par hasard. C'était les doubles mentions, donc tu avais aussi des cours collectifs. Et j'avais jamais fait de step de ma vie, j'avais jamais fait de LIA, même des cours collectifs au final, quand c'était renfo, des pumps, etc. J'avais jamais fait ça. Donc je suis arrivé un petit peu perdu aux tests de sélection. Et finalement, en me disant, bon, tiens, ce métier, il te parle, parce que j'avais quelques mentors, quelques images en vue. Je me disais, ouais, j'aimerais bien être comme telle personne, telle personne. Moi, je me suis dit, OK, je dois passer par là si je veux devenir comme ces personnes-là. Donc là, déjà, l'investissement était plus conséquent. Et au final, je suis passé bon, là, je vais me jeter un petit peu des fleurs. Je suis passé de la personne au début qui était un peu mal vue, qu'on voulait pas, qu'on a mis en liste d'attente parce qu'ils avaient des listes d'attente tellement il y avait de demandes cette année-là.
Je suis passé de la personne en liste d'attente en début d'année à major de promo en fin d'année parce que ça me passionnait et j'arrivais à prendre du temps pour réviser, pour bosser, pour potasser, pour rechercher, etc. Et maintenant, ça fait 6 ans que ça dure, quoi. OK. Et une fois ton diplôme en poche, ça se passe comment pour toi? C'est quoi la suite? Tu Une arrives à fois, trouver facilement un job ou tu te lances directement en tant qu'indépendant? Comment tu gères tout ça? en fait, je pense que déjà, la chance qu'on a sur Paris, c'est qu'il y a énormément de demandes de professionnels de la remise en forme, surtout quand tu as les doubles mentions, quand tu as Mmh. la mention cours collectif. Et la mention cours collectif, c'était vraiment une assurance pour nous d'avoir un CDI, comme je t'ai dit précédemment dans l'entrevue. Moi, j'étais parti pour faire un CDI, en fait. Moi, j'étais parti pour ça. Et une fois diplômé, le fait d'être concilié avec les études, le fait de rechercher, le fait de travailler, le fait d'être major de promo, je le dis pourquoi? Parce que ça a toute son importance. Ça m'a redonné aussi une confiance en moi que j'avais perdue. Je me suis dit, mais en fait, tout est possible. J'étais plus dans ce carcan où je devais suivre une itinéraire. J'étais dans un prisme où je me disais que rien n'est impossible pour moi et que je peux tout effectuer. Pas parce que je suis tout puissant, mais parce que si je me donne les moyens d'y arriver, ben, j'ai les capacités d'y arriver. Donc, déjà, le mindset est différent. Et je potassais un petit peu sur Internet. Et là, tu vois, tu as un mec qui vient, qui m'envoie un message sur Facebook à l'époque, qui s'appelle Emeric Navarro. Je lui passe le bonjour en même temps. Emeric, en fait, il travaille pour Basic Fit. Et Basic Fit, ils avaient lancé ce qu'on appelle une campagne pour les head trainers. Ils cherchaient des head trainers. Donc, head trainer, tu en as déjà parlé dans l'un de tes podcasts. Head trainer, c'est tout simplement une personne qui va avoir un club et qui va apporter le personal training dans ce club. Donc, il va constituer une équipe de personal trainer qui va encadrer, qui va gérer en autonomie, en indépendant, tout simplement. Et c'est son business. C'est comme s'il louait une salle pour pouvoir donner des prestations de coaching dedans. Donc, moi, Emeric vient me voir. À l'époque, je viens de sortir de diplôme. Je ne sais même pas si j'ai déjà reçu le diplôme. Tu vois, on vient de le passer. On sait qu'on est diplômé, mais il y a encore un délai d'attente pour que la DR fasse le taf, etc. Donc, à l'époque, il vient me voir, on parle, on échange, on discute. Il aime bien mon profil, on se rencontre et il me dit, ouais, ça t'intéresserait de faire d'être traîneur, etc. Je dis, ouais, franchement, ça m'intéresserait. Moi, de base, je n'avais pas compris que c'était un indépendant. Donc, je le rencontre. Pour moi, en fait, c'était un métier en CDI, un salariat. J'allais être embauché par Basic Fit et que j'allais gérer une équipe de coach. C'était très, très prétentieux de ma part à l'époque de penser ça. Surtout que je n'avais pas encore d'années d'expérience, mais je me suis lancé. Je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, lance-toi. Et en fait, Emeric, on s'est vu à cette entrevue et il m'a expliqué qu'en fait, non, c'était un travail en indépendant, que je n'allais pas être salarié pour Basic Fit, qu'il fallait que je constitue une société, que ce soit une SAS, une SA, une SASU, ou même que je passe moi-même en auto-entrepreneur, etc. Mais de toute façon, je comptais le faire parce que pour le coaching, tu dois passer en auto-entrepreneur. Et il m'explique le plan, etc. Et je ne sais pas si je suis séduit ou si c'est cette notion de challenge qui me séduit. Je ne sais pas si je suis séduit par le projet de devenir head trainer ou est-ce que je suis séduit par le projet de ah, tu n'as pas encore d'année d'expérience, donc je ne pense pas que ça va être toi. Tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas d'équipe constituée. En fait, on est là, mais en fait, je ne pense pas que tu puisses le faire. Je ne sais pas c'est quoi qui m'a motivé à l'époque. Je pense que c'est peut-être plus la deuxième option, le fait qu'on me dise que je ne puisse pas, vu que je suis pas mal arrivé par ça. Et je lui dis, bah, écoute, rendez-vous dans un mois. Il me dit, OK. Et là, dans ma tête, c'est ça. Je vais monter ma société. Je vais créer une marque. Je vais embaucher des personal trainers. J'ai plein de potes en formation. Je sais avec qui je peux bosser, qui sont des personnes, etc. Et là, je commence à rentrer dans cette mentalité business. Je recherche tous les jours, tous les soirs, je suis sur Internet, je suis booking, je vois comment créer un business plan. Je vois un peu parce que j'étais dans une filière économie et Mmh. à la fac, j'ai fait une fac gestion éco. Je me suis arrêté en L1.
je me suis arrêté en L1. Du coup, on n'avait pas poussé le truc, mais j'avais certaines notions. Donc, je me dis, OK, je vais le faire. Et même, c'est challengeant. Je me dis, même si je ne suis pas choisi, je saurais comment créer tout ça par la suite. Donc, je fais mon dossier et on est en concurrence avec d'autres coachs. Et en plus, on est en concurrence, vu que c'est Paris, c'est petit, tout le monde se connaît, on est en concurrence avec des coachs qu'on connaît qui ont plus d'expérience que nous. Ça me motive encore plus. Donc, je monte un dossier béton, je le présente. On est 3 à présenter un projet. Nous, on est les moins expérimentés, mais on propose le meilleur projet. Et c'est comme ça que je prends le contrat pour devenir head trainer. Et j'ai été head trainer de 2017, 2018, de 2018 à 2020. Ok. En Qu'est-ce que tu parallèle, dirais qu'est-ce que tu dirais du coup à ceux qui veulent se lancer dans la partie head trainer? Est-ce que tu as étant donné que voilà, tu étais en concurrence par rapport au business plan, je sais qu'ils demandent un business plan, ils demandent voilà, une garantie un petit peu de sérieux. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, partager justement ton expérience et tes conseils là-dessus? je pense que pour être un bon head trainer, faut être préparé, bien sûr. En fait, je pense que c'est accessible à tous en réalité. Je pense pas qu'une personne ait on a tous des limites, ça c'est sûr, mais je pense que les limites qu'on pense avoir ne sont même pas le quart des limites qu'on a vraiment. Donc, déjà, si c'est une volonté, y aller, ne pas se poser de questions, ne pas remettre à demain et se dire oui, se lancer, partir du principe que, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si ça ne fonctionne pas, tout ce que j'aurais mis en œuvre pour que ça fonctionne, ça va être une plus-value pour moi. Parce que soit tu vas apprendre de tes erreurs et la prochaine fois, tu ne feras pas les mêmes erreurs, soit tu vas réussir, tout simplement. Et l'humain, c'est ça, c'est constamment marcher, tomber, se relever comme un bébé. C'est quand un bébé marche, s'il tombe, on ne va pas lui dire ah, reste au sol, t'es tombé, c'est pas pour toi de marcher. Non, l'humain, il est fait pour être debout, pour marcher. En tout cas, quand il est normalement constitué, il est fait pour ça. Donc, l'enfant qui doit se lever, il doit se lever. S'il tombe, il doit se relever. Les parents doivent être là, l'accompagner pour qu'il se relève. Et là, le fait qu'on soit adulte, quand on tombe, on se dit que c'est pas pour nous. Non, tout ce qui existe sur Terre est pour nous, vu que c'est nous qui avons créé au final ce qui existe sur cette planète. Voilà, et pour des humains. Donc, les entreprises, c'est des humains, ce pas les animaux qui créent des entreprises. Donc, si demain tu veux être head trainer, tu peux l'être. Par contre, il va falloir que tu te donnes les moyens, il va falloir potasser, il va falloir bosser, il va falloir chercher, poser des questions. Quand tu as des questions, ne pas hésiter à en poser. Dans le circuit du fitness, on est très individualiste. Parfois, on a peur de s'exposer, on a peur de demander, alors que non, je pense qu'il faut toujours essayer de s'inspirer des gens qui sont déjà passés par là où on souhaite passer et demander, tout simplement, se faire aider. Se faire aider. Yes. Et selon toi, c'est quoi la grande différence entre je suis personal trainer et head trainer? Du coup, toi, quand tu as démarré, parce que c'était ta première expérience, du coup, tu as fait, je suppose, les deux. Tu t'es lancé en tant que personal trainer et en plus de ça, tu avais cette casquette de head trainer de management, on va dire. Comment tu as géré les deux en sachant que tu étais novice, quoi? Comment ça s'est passé les débuts? J'ai même fait pire. J'ai fait personal trainer, head trainer et j'étais coach en salarié. Je fais les 3. Ok. J'ai tout fait en même temps parce que j'avais besoin de me nourrir. Je parle intellectuellement. Travailler pour une entreprise, c'est aussi voir des automatisations. Moi, je bossais à l'époque à Néonès. Donc, Néonès, c'est un club parisien qui est pas mal développé à Paris. Ils ont 30 clubs, un truc comme ça. Et c'est là-bas que j'avais fait mon stage et c'est là-bas que j'ai pris un CDI à la sortie du diplôme. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, j'avais cette casquette de coach en salarié où je travaillais à l'accueil, mais je travaillais aussi dans le plateau et dans les cours co. Ça me permettait aussi d'avoir une certaine vision à 360 degrés de comment fonctionne un business, le business d'une salle. Quelles sont les attentes des clients, quelles sont les attentes des coachs, quelles sont les attentes du manager. En même temps, comme tu l'as dit, je faisais personal trainer, donc bien sûr, je devais pratiquer, et manager de salle. Je pense que la grande différence entre personal trainer et head trainer, c'est qu'un head trainer est un chef d'entreprise.
mais au pur sens du terme. Ça veut dire qu'un head trainer limite ne coach pas, quoi. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, le personal trainer, son business, ça va être de prospecter un client et de prospecter des clients, de vendre sa presta, d'effectuer une presta et d'avoir un retour sur sa presta. On va dire que, grosso modo, c'est ça. Après, on peut le dupliquer sur toutes les formes, web marketing, marketing sur place, tu peux le dupliquer dans toutes les formes, il y a pas de souci avec ça. Par contre, le head trainer, lui, son travail est différent. C'est comment automatiser des process déclinables pour son équipe. Comment recruter des clients, comment recruter des personal trainers. Parce que les personal trainers, c'est sa masse salariale, même s'il n'y a pas de salariat, mais c'est en même temps ses clients au final. Parce que le head trainer, les clients du head trainer, ce n'est pas le client final. Le client du head trainer, c'est le personal trainer au final. Donc, ça va être ça. Prospecter des salles, donc échanger avec les grandes structures comme Basic Fit qui proposent du personal training, échanger avec eux, négocier. En fait, c'est un autre métier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en BP ou en Dust ou en licence. Ça n'a absolument rien à voir. C'est du business. Là, c'est limite un head trainer, c'est quelqu'un… S'il y avait des études pour être head trainer, ce qui se rapprocherait le plus, ce serait des études de commerce. Ok. Et ton expérience au niveau du personal training, ça se passe comment les 6 premiers mois? Les 6 premiers mois, en fait, ça s'est très rapidement bien passé, mais j'étais assez, j'avais peur quand même au début. Tu sais, t'es lancé dans le grand bain, tu te dis, est-ce que je vais réussir à vivre du personal training? Tu avais peur de quoi du coup? C'est quoi quel type de Avoir peur? des clients, je pense. Ok. Je pense que c'est la peur de tous les personal trainers, c'est de ne pas avoir de clients. Tu vois d'autres personal trainers qui sont à côté de toi, qui envoient, mais eux, ils ont déjà plus d'expérience, donc ils ont plein de clients. Et tu te dis, est-ce que je vais réussir à faire ma place? Tu as peur de ça. Et très rapidement, j'ai su… Comment tu réussis à faire ta place du coup? Quelles ont été tes stratégies? C'est assez intéressant. Moi, ma conviction première, c'est que le coach, pour faire sa place, il doit se spécialiser très rapidement. Il doit se spécialiser. Après, je me Pour rappelle toi, avec… ça veut dire quoi spécialiser du coup? Je me rappelle justement avec Fersa, on avait fait un article sur ça. Pour moi, il y a 3 types de spécialisation. Tu as la spécialisation. Spécialisation, ça ne veut pas dire devenir spécialiste de quelque chose. Enfin, ça veut dire ça, mais en vrai, c'est la définition qu'on pourrait lui donner. Mais spécialisation, il y a plusieurs types de spécialisation. On peut être spécialiste d'une méthode ou d'un outil. Ça veut dire, moi, très rapidement, je me suis orienté dans la boxe, dans le personal training via la boxe, je travaille au pas d'ours, etc. Donc ça, déjà, j'avais une casquette, une étiquette. Ah, c'est le coach qui fait les pas d'ours. Ah, c'est le coach boxe. Ah, c'est le coach ceci, c'est le coach cela. Donc très rapidement, le fait de me spécialiser dans une méthode qui était pour moi la boxe, ça a été assez bénéfique. Et c'est ce que j'ai demandé à pratiquement tous mes personal trainers. J'avais des spécialistes yoga, pilates, wellness. J'avais des spécialistes plutôt cross-training, crossfit, etc., functional training, etc. J'avais des spécialistes massage, récupération, etc. Donc, très rapidement, j'ai essayé d'inculquer aux coachs qui travaillent avec moi, aux personal trainers pardon, qui travaillent avec moi, de se spécialiser. Donc, on peut spécialiser par la méthode ou par un outil. Je sais que, par exemple, je travaille dans des studios aujourd'hui et il y a des coachs qui sont experts de la kettlebell, par exemple. Tu as des fans de la kettlebell, tu as des experts de la kettlebell, tu as des experts de petits outils comme le TRX, les sangles de suspension, etc. Donc ça, c'est la première manière de se spécialiser. Après, tu peux être spécialiste d'un public cible, tout simplement. Être spécialiste d'un public cible, ça veut dire que tu vas toi-même, de ta propre initiative, cibler un panel, enfin cibler, avoir ce qu'on appelle un public cible. Ça peut être par exemple des seniors. J'ai mon BP, je veux avoir une spécificité sur les seniors. Moi, je vais continuer à me former sur comment accompagner les seniors et voir peut-être tous les troubles qui existent pour les seniors. Par exemple, je ne sais pas, tout ce qui peut être la dégénérescence musculaire ou osseuse. Donc, par exemple, savoir travailler avec ce type de client, comment réathlétiser une personne âgée après une chute, etc. Donc, vraiment être spécialisé dans un public cible. Les femmes enceintes. Moi, j'ai une collègue qui travaille
pratiquement qu'avec des femmes enceintes. Donc, ça devient comme ça une référence et directement, le réseau tend vers cette personne. Je donne un exemple. Moi, demain, ma copine est enceinte. Ben, j'aurais plus tendance à envoyer ma copine vers cette personne qui est spécialiste des femmes enceintes que de l'envoyer vers n'importe quel coach, tout simplement. Et après, il y a un dernier, moyen qui n'est pas vraiment de la spécialisation, mais qui est quand même une manière de se spécialiser au final. C'est plutôt la différenciation. Ça veut dire que ce soit dans l'attitude, dans le physique et Le dans branding, quoi. le C'est charisme, un peu ta être, marque, quoi. voilà, avoir sa propre identité, essayer de ne pas ressembler à tout le monde. Ok. Et comment tu as fait, toi, pour te différencier par la boxe, notamment? Ouais, notamment par la boxe, aussi par mon attitude. J'ai une approche assez cartésienne des choses. Donc, je sais que mon approche cartésienne parle beaucoup plus à un public aussi qui est un peu plus cartésien. Donc, ça, c'est plus la différenciation par rapport à ma propre personne. Le fait aussi d'enseigner, par exemple, tu as des gens qui veulent un coach, mais qui ont besoin d'un coach fun, on va dire quelqu'un qui rigole avec eux, etc. Ou d'autres, quelqu'un avec qui ils vont avoir de longues discussions, d'autres qui veulent comprendre tout ce qu'ils font. Donc moi, je vais être plus dans cette analyse-là, de décortiquer un peu tout, de t'expliquer un peu tout, de te faire un cours en même temps qu'on fait une session ensemble. Donc, je sais que même il y a des coachs qui disent « Ah, ben tiens, si tu veux vraiment comprendre ce que tu fais, etc., ben tiens, il y a Booba qui est pas mal, etc. » Tu vois. Mhm. Ok. Et c'est quoi tes meilleures stratégies pour trouver des clients? Qu'est-ce que tu as testé, toi, qui fonctionne bien et que tu pourrais partager? Mes meilleures stratégies, c'est une stratégie de roublard un peu, hein, celle-là. Meilleure stratégie pour moi, c'est les commerciaux. Euh, Tu vas dans une salle, tu as toujours des commerciaux. Euh, Si le commercial, c'est le visage de la salle. C'est la première personne que tu vois en entrant, c'est la dernière personne que tu vois en sortant. Si tu es bien avec cette personne, elle peut t'envoyer beaucoup de clients. Elle peut t'en envoyer beaucoup. Après, moi, je sais que le premier truc que j'avais fait, même quand j'étais en stage, quand je commençais à coacher, etc., je donnais un pourcentage au staff accueil direct. Mhm. C'est le premier truc que j'ai commencé à faire. Intégrer le staff accueil dans le processus du recrutement du personal training, c'est hyper important. C'est les personnes qui sont en contact. C'est la première personne, la dernière personne. Quand une personne fait une inscription, euh, bah, quand elle vient et qu'elle s'inscrit, elle voit le staff accueil. Et ce staff accueil, s'il lui glisse un petit mot, écoutez, est-ce que je vois que vous êtes nouveau, que vous avez un petit peu peur, est-ce que vous ne voulez pas peut-être tester une session? J'ai un coach qui est excellent, qui s'appelle X, et vous pouvez faire une session avec lui, vous lui dites que vous venez de ma part, il vous fera une petite réduction, un truc comme ça. Et moi, je sais que j'ai cartonné comme ça, j'ai eu des clients très vite quand j'étais salarié. Et quand j'ai été être traîneur, on a naturellement inclus le staff accueil dans le processus Mhm. directement. On l'a inclus dans le processus, on a fait un système pour que le staff accueil directement soit aussi rétribué quand il y a des ventes parce que voilà, on sait que les staff accueil ne sont pas payés des milliers et des cents, que le coaching, si ça marche, ça peut rapporter énormément et si ça apporte énormément, ça fait un gros gâteau, il n'y a pas de raison que tout le monde n'ait pas sa part. Ok. Vous utilisiez quoi à Basic Fit, du coup, pour autre stratégie pour faire venir des nouveaux clients? On avait pas mal d'outils marketing en présentiel, des kakémonos, des cartes de visite. On faisait aussi pas mal d'events, des tours, enfin des compétitions entre guillemets, où on essayait de regrouper les gens, essayer de créer une cohésion, une communauté autour de Basic Fit. Là où on travaillait, c'était celui de Levallois. Euh, on a fait pas mal de systèmes. On avait des systèmes aussi de prospection. Ça veut dire qu'on avait des cartes qu'on laissait à l'accueil. Si les gens voulaient prendre des rendez-vous, on faisait des rendez-vous format 30 minutes. C'était des séances découvertes. On faisait surtout du profilage. Du profilage des gens, leur donner un peu leur déséquilibre, leurs forces, leurs faiblesses, un axe d'amélioration et des propositions derrière pour du coaching. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas mal uniformisé aussi le coaching de tous mes personal trainers pour que ce soit égal. Ok.
Et du coup, sur ton activité de head trainer, par rapport au niveau du temps consacré, comment tu t'organisais du coup entre ton métier de personal trainer, ton métier de head trainer? Tu arrivais à gérer comment cette… Euh, Tout est une question de volonté. Qu'est-ce que tu veux? Moi, très, Tu avais combien de coachs? au max, j'ai eu 10 coachs. Ah oui, ok. Ouais. J'avais 2 clubs et 10 coachs. Ok. Donc 5 Et coachs sur à peu près ouais, sur… on était même sur du 6-4 parce que j'avais un gros club et un qui était un peu plus petit et on Ok. était sur du 6-4. Et ce qu'il faut savoir, alors, attends, rappelle-moi la question, excuse-moi. Ouais, ouais. Je te demandais comment tu gérais du coup au niveau temps, au niveau gestion, emploi du temps. C'est Bah, tu dois essayer de dégager un maximum de temps. Après, en fait, il ne faut pas se tromper. Quel est ton réel objectif? On a tous plusieurs objectifs. Il faut toujours réussir à prioriser les objectifs. C'est quoi ton objectif principal? Moi, mon objectif principal en tant qu'entraîneur, c'est de pouvoir dégager des revenus passifs. Ça veut dire que dès lors que j'ai été dans cette optique, tout ce qui était personal training et salariat, pour moi, ça constituait l'alimentaire, une sécurité alimentaire. Ça veut dire que j'ai un loyer et des courses, des frais, etc. Je ne travaillais que ce que payent euh, mes frais. Ouais, imaginons que, je sais pas, tu avais 2 500 € de frais par mois. Tu voulais un truc qui te rapporte, enfin, un salaire qui te rapporte 2 500 pour être tranquille Ouais, là-dessus. En gros, c'était ça. salaire et personal training cumulés. Comme Ok. ça me permettait de dégager un maximum de temps pour développer le business de head trainer. Ok. Je ne faisais pas des sous pour faire des sous en personal training et en salariat pour derrière avoir moins de temps. Non, chaque minute comptait. Mais il ne fallait pas non plus que je me mette le couteau sous la gorge ou que je me mette à la rue pour le statut d'être trainer. Ok. Et quelles sont les leçons que tu as apprises de ton métier de head trainer? Les leçons, c'est que la première leçon, c'est que le management humain est une chose à prendre en considération. C'est très difficile. En C'est quoi très c'est difficile. difficile? On est dans un métier qui est quand même assez particulier parce qu'on est tous collègues, mais on est tous en même temps rivaux. En tout cas, c'est comme ça que certains le perçoivent. Moi, personnellement, je n'ai pas de rival parmi les personal trainers que je connais. C'est au contraire, c'est des personnes qui m'inspirent et qui me permettent au quotidien me dépasser, me surpasser. Mais c'est sûr que quand tu manages de l'humain, surtout que moi j'étais jeune, je n'avais pas énormément d'expérience, même si j'avais certaines qualités, ben, parfois tu peux être confronté aussi à l'ego. Ah, pourquoi en fait c'est lui qui dirait qu'on fonctionne comme ça, etc., etc. Tu vois. J'ai très, très vite été confronté à l'humain, au management de l'humain, et ça, faut savoir le prendre aussi. Ou même par exemple quand tu as plusieurs coachs, tu en as qui fonctionnent, tu en as qui ne fonctionnent pas. Donc, faut aussi que tu mettes, tu vois, quand tu as une règle, il faut qu'elle soit applicable à tous, mais en même temps, il faut que tu sois souple pour certains. Tu vois, c'est tout ça, c'est tout l'humain qui est difficile à gérer. Pour moi, ça a été le plus gros point à gérer en tant qu'entraîneur. Sinon, après, des systèmes, quand tu es une personne qui est plutôt logique, cartésienne, etc., ce n'est pas ta difficulté. Mhm. Ok. Ta zone où tu vas essayer de te challenger, c'est plus tes rapports humains avec ton staff, avec tes collègues, avec même les gens qui ne font pas partie du truc, mais qui voient, parce que Paris, c'est petit. Nous, on faisait énormément de communication sur le web, donc on faisait des vidéos, des clips, etc. Donc, on était très vite vus. Et très vite, on peut se dire, ouais, c'est qui celui-là? Là, ça fait un an qu'il est coach et il fait le malin. Tu vois, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Et c'est en quelle année que tu as arrêté Basic Fit? J'ai arrêté le jour du discours de Macron. D'accord. J'ai arrêté ce jour-là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, humainement parlant, euh, nous, on arrivait sur un modèle économique qui fonctionnait. J'ai eu 10 coachs. J'ai la fierté de dire que j'ai lancé des coachs.
J'ai cette fierté-là. Après, bon, il y en a qui peuvent le reconnaître, d'autres non. Mais j'ai cette fierté-là de me dire qu'il y a des coachs sportifs, des personnel trainers que j'ai accompagnés dans leur début et qui ont cartonné dans le personal training grâce à un système que j'ai pensé 2-3 ans en avance. Et de ce constat-là, moi, j'arrivais en fin 2019, début 2020, où humainement, je ne me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus dans ce concept-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a eu le discours pour parler du confinement. Au début, on nous a parlé d'un mois, qui se sont très rapidement transformés en 2, 3, et très rapidement, on ne sait plus quand est-ce qu'on va reprendre. Et normalement, quand tu as des personal trainers, tu verrouilles directement sous contrat. Tu les mets sous contrat. Tu les mets sous contrat pendant 1 an, 6 mois, tu choisis. Et en fait, tu fais en sorte que même si justement, s'il se passe ce type de problème, tu continueras à avoir des revenus quand même. Et ce qui était convenu, c'était que le contrat restait pendant toute la période d'arrêt. Le contrat était en suspens, mais qu'une fois la période de reprise enclenchée, on reprenait le contrat de la date d'arrêt. Ça veut dire que si, par exemple, sur les 6 mois d'engagement, tu étais à 4, on bloquait tout. Et quand on reprend, tu reprends à 4, donc il te reste 2 mois. Donc, c'était comme ça qu'on avait conçu le système. Sauf que beaucoup de coachs m'ont dit, bon, Bouba, bon, ça devient compliqué. Moi aussi, je songe à signer un CDI par-ci, un CDI par-là. Là, c'était le retour du CDI à fond. Et justement, ça va être sur les heures où je viens bosser habituellement, etc. Je ne vais pas m'en sortir. Est-ce qu'on peut faire un truc? Donc, quand tu as un coach qui dit ça, 2 coachs qui disent ça, 3 coachs qui disent ça, au début, tu te dis, bon, comment on va rebondir parce que tu as quand même un contrat avec Basic Fit, ça, faut le dire. Et ensuite, tu te dis, bah, en fait, non, bah, en vrai, moi, ça m'arrange, ça me souffle, ça me laisse souffler, je ne suis plus en stress. Tu sais, quand tu as 2 clubs, 10 coachs, tu as toujours une galère. Il y a toujours, ah, il s'est passé ça dans tel club, ah, il faut que tu viennes ici, ah, il manque ceci, ah, il manque cela. Donc, tu es toujours en train d'être à gauche, à droite, en train de courir. Et toi aussi, avec ton personal training, tu es toujours en train de courir. Et avec ton statut de salarié, tu es toujours en train de courir, etc. Et je me suis dit, ben, écoute, c'est peut-être un mal pour un bien. Bah, tu sais quoi, on va tout clôturer. Je parlais avec un de mes associés et je lui ai dit, on va arrêter. On va arrêter. Lui était totalement d'accord et on a tout arrêté du coup pendant le confinement. Il n'y a pas de date exacte, c'était pendant le confinement. Ok. Et du coup, comment tu t'es relancé? Est-ce que tu t'es laissé le temps du coup Bon, après, avec ce qui s'est passé, la Covid, on a eu le temps de réfléchir, mais comment ça s'est passé ces 2 ans-là de Covid? Ma foi, ça a été pas mal, hein. Bah, écoute, on était confinés, donc les coachs ont un gros rythme de vie. Donc, ça a permis de s'asseoir, de se poser un peu. Et moi, j'ai du mal à rester très longtemps inactif. C'est-à-dire que j'ai pris quand même le temps. J'ai pris quelques mois, peut-être 2 ou 3, pour vraiment rien faire. Pour reconnecter avec moi et essayer d'évacuer toutes ces tensions, les stress qu'il y a pu avoir. Parce que c'est très stressant quand même d'être dans cette conjoncture-là de businessman. Mais au final, bah, après, le naturel est revenu, quoi. Le naturel est revenu et très rapidement, j'ai commencé à penser à des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, moi, j'ai toujours essayé d'apporter aux gens ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte. C'est comme ça que quelque chose me drive. C'est-à-dire que quand je me lance dans un projet, le business de head trainer, de base, quand il vient me consulter, il me dit, ah ben, justement, ton taf, ça va être d'accompagner les personal trainers à. Et je me suis dit, ah, si je peux les accompagner, leur offrir quelque chose, top, pourquoi pas, tu vois. Si je peux accompagner les personal trainers à faire quelque chose, je le fais. Et ce que je me suis dit pendant le confinement, je me suis dit, en fait, on a un souci dans notre activité, dans notre secteur, c'est qu'il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de. Il y a des syndicats pour les personal trainers, pour les professionnels de la remise en forme, mais 99%
des professionnels de la remise en forme ne sont pas au courant qu'il y a un syndicat. Mm, mm. Tu vois, 99% ne sont pas au courant qu'il y en a même deux. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Et moi, j'étais parmi ces 99%, donc je ne jette pas la pierre. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir quelque chose qui regroupe l'ensemble des professionnels de la remise en forme. Et je me rappelle à l'époque du confinement, pour les aides, etc., tout le monde se battait. Tu avais le syndicat de la coiffure, le syndicat des bouchers, le syndicat des boulangers. Tu n'avais pas le syndicat des coachs sportifs. En fait, j'avais l'impression qu'en France, toutes les activités souffraient, sauf nous. Sachant que le Covid, on sait que ça a un impact direct sur le système immunitaire et qu'une des meilleures manières de booster son système immunitaire reste quand même l'activité physique. Donc, normalement, on devrait être en première ligne et on ne parle jamais de nous. On ne parle jamais de nous. Donc, je me suis dit, c'est dommage et c'est bizarre, mais c'est notre faute. Je me suis dit que c'est de notre faute, tout simplement. C'est de notre faute. Et je me rappelle, un des traîneurs, un des personnels traîneurs avec qui je bossais à l'époque où j'étais traîneur, lui, il avait développé une chaîne YouTube au moment où il travaillait avec moi. Et il avait développé cette chaîne YouTube justement pour booster un peu son exposition. Et j'étais là pendant tout le truc où le truc a pris. Aujourd'hui, le mec, il a 100 000 abonnés, il est super connu, en tout cas dans le secteur parisien et même, je pense, dans le secteur français. Il est top, il s'appelle Nage Bfit. Et vraiment top, tu vois. Et j'ai rappelé d'une discussion avec lui, je me suis dit, mais en vrai, je devrais essayer. S'il n'y en a pas, pourquoi je ne le fais pas, quoi? S'il n'y en a pas, pourquoi je ne le fais pas? Et j'ai commencé à appeler quelques contacts, des gens avec qui j'ai bossé, des coachs, un préparateur mental. J'ai appelé aussi un ami qui est manager, qui avait été journaliste à l'époque sportif. Et je lui dis, j'aimerais bien faire un truc comme ça et tout pour rassembler les coachs, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, de là, on discute. Et l'idée vient de faire un média, pour les coachs sportifs. Un média pour les coachs sportifs. Et dans ce média, l'idée, ce serait d'apporter à la communauté des personnels trainers, des professionnels de la remise en forme, tout ce que j'aurais aimé avoir, en fait. Ça veut dire du contenu inspirationnel, du contenu informationnel, du contenu de divertissement. C'était ça l'objectif. Donc, c'était ces trois axes: informer, inspirer, informer et motiver, divertir. C'était notre triptyque à l'époque. Et de là, on a commencé à réfléchir. Et en fait, l'idée, en fait, First Round, pourquoi First Round? C'est parce qu'à l'époque où je suis entraîneur, je suis spécialisé un peu dans la boxe. Je fais une formation, entre guillemets, boxe applicable à la remise en forme pour mes personal trainers. Et de là, pendant le confinement, je continue un petit peu à travailler sur ça. Je me dis, ben, tiens, pourquoi pas lancer ces formations? C'était des masterclass sur un week-end. Pourquoi pas lancer ces formations au grand public, les démocratiser? Parce que j'avais des super retours des personal trainers, mais vraiment des super retours. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais le démocratiser vu que ça n'existe pas aujourd'hui. Une formation pour les personal trainers qui va vraiment leur apprendre comment utiliser la boxe au service de la remise en forme, mais une vraie formation. Enfin, de base, j'étais parti sur des masterclass et après, je suis parti sur une vraie formation. Et de base, je comptais appeler ça First Round. Donc, j'étais sur ces deux projets et je me suis dit, là, je suis sur un projet à court terme, le média, et j'ai un projet à long terme, la formation. Si je lance deux trucs, ça va faire un peu compliqué. Je me suis dit, je vais faire First Round, sauf que je vais regrouper un peu plus. Je vais faire le First Round Magazine. Et c'est comme ça qu'est né First Round Magazine l'année dernière, en mai 2021. Okay. Et aujourd'hui, on est à plus de 3000 membres dans la communauté si tu regroupes les différents canaux. On est à 12 interviews, donc on est pratiquement à une interview par mois avec des noms du fitness assez intéressants. Sur nos podcasts Inspiration Fitness, on est à une centaine d'articles. Et puis voilà. Excellent. Et donc, tu continues à coacher?
Tu continues ton métier de personal trainer? Tu as trouvé une salle ou autre? Ou aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est quoi? aujourd'hui, je travaille en tant que trainer expert boxe dans un studio parisien qui s'appelle Épisode. C'est un studio haut de gamme, studio de performance. Donc là, on est sur un cadran de on est sur un cadran de la remise en forme, un prisme un peu différent parce qu'on aborde le sport, mais bien sûr dans le côté bien-être, mais aussi dans le côté performance, ce qui existe un petit peu moins aujourd'hui dans l'ensemble des salles qu'on peut trouver à Paris. Donc, on est vraiment axé performance. Donc, tu as plusieurs studios. Tu as des studios de récupération, studios de cycling, studios de boxing, studios bootcamp, studios athlétiques, etc. Aujourd'hui, je suis traîneur expert de la partie boxe et traîneur en bootcamp. Donc, je travaille là-bas depuis quand même 4 ans aussi. Ça fait partie d'un des jobs alimentaires que j'avais créé à l'époque en partant de Néonès. Et puis voilà, je suis toujours là-bas parce que ça m'a permis aussi de gravir les échelons. Je suis arrivé en tant que traîneur classique. Là, aujourd'hui, je suis au dernier palier, donc traîneur expert. Ça m'a permis aussi de continuer à me former avec des grands noms comme Alex Verret et tous les intervenants qui peuvent passer par le studio. Et ouais, je suis principalement que là-bas. Le coaching, j'en fais moins parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les 2 aspects de first round, c'est-à-dire l'aspect formation et l'aspect média. Donc, l'aspect média, on est à une interview par mois. Les interviews, c'est moi qui les dirige parce que je suis présentateur, mais je suis aussi le monteur. C'est moi qui fais les montages vidéo, etc. Je travaille aussi sur les formations. On a déjà lancé 2 journées de formation. On en a lancé une en novembre dernier à Paris. On en a lancé une en février aussi, fin février, le 27 février à Bastille, Nounès de Bastille. On avait fait des formations boxe pour les personal trainers et les fitness instructors, hein. Aussi pas que les personal trainers, ça veut dire tous les coachs. Nous, on parle à tous les coachs, donc même ceux qui donnent des cours collectifs type boxe, qui aimeraient avoir une vraie crédibilité. Donc, on les forme aussi. Donc là, je suis en train de travailler sur ça et bientôt, il y aura la formation qui va sortir, la formation complète. Et cette formation complète, elle permettra à tous les acteurs de la remise en forme d'offrir une solution de coaching via l'outil box, mais vraiment une solution de coaching et pas de la boxe, parce que ce n'est pas de la boxe qu'on propose, c'est comment développer les qualités physiques, cognitives et émotionnelles de nos clients à travers un outil, c'est-à-dire l'outil de la boxe. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs sportifs, du coup, par rapport à cette notion de boxe, comme quoi c'est intéressant? Qu'est-ce que tu as pu voir? Tu as vu ça aussi à l'étranger ou autre? Ce que je disais, moi, en intro, ça date un peu, mais j'étais en 2008 ou 2009, j'ai été au séminaire Les Mills en Nouvelle-Zélande. Et les personnel trainers là-bas, il y avait beaucoup le boxing. Et on a vu, bon, c'était le modèle anglo-saxon, mais on voyait que ça cartonnait. Et c'est pour ça que j'avais commencé, du coup, en revenant ici, à faire des formations à l'étranger et à tester le modèle. Et effectivement, ça fonctionnait déjà très bien en 2010. Donc, ouais, je pense qu'avec les nouveaux studios et tout, je pense qu'il y a un potentiel intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux coachs, du coup, par rapport à cette notion de personnalisation? Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, il y a un constat simple. Si tu regardes les études qui se font, les études de marché au niveau de l'activité du fitness, tu verras que le boxing est l'activité en plein essor depuis 2016. Depuis 2016, très simplement, ce qui s'est passé, c'est les Jeux Olympiques de Rio. Tu as eu les Jeux Olympiques de Rio, il y a énormément de médailles olympiques. Et il y a une tendance française, mais qui existe aussi dans tous les autres pays, c'est que dans le fitness, ce qui arrive dans le fitness découle souvent de ce qui se passe du sport de haut niveau. Donc, dans le sport de haut niveau, quand il y a vraiment une discipline qui commence à se mettre en place, par exemple, si on doit parler de la récupération, ça vient du sport de haut niveau et ça descend vers le fitness. Donc là, pour revenir au boxing, c'est la même chose. Le fait qu'il y ait eu un engouement national pour la boxe anglaise grâce au JO a fait que justement, tout le monde s'est dit, ah, moi aussi, pourquoi pas, j'aimerais bien faire un peu de boxe comme j'ai vu à la télé. Ça s'est traduit par 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est le client final qui, dans sa pratique sportive, va demander plus de boxe. Donc, ça va induire un second phénomène, c'est que celui qui va fournir le client final, donc les salles de sport, les personal trainers ou les studios hybrides qui existent aujourd'hui, vont commencer à proposer des solutions
euh, à travers la boxe. Donc, tu vas dans une salle de sport aujourd'hui, toutes les salles de sport ont un sac de frappe. Et ça, ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Mhm. Il y a 10 ans, tu n'avais pas des, excuse-moi, il y a 10 ans, tu n'avais pas des sacs de frappe dans toutes les salles de Paris, en tout cas. Moi, j'ai vu l'arrivée des sacs de frappe dans toutes les salles. Tu n'avais pas de ring non plus. Aujourd'hui, tu as beaucoup de salles qui ont des rings. Avant, ça n'existait pas. Donc ça, c'est le premier phénomène. Second phénomène, c'est que tu peux demander autour de toi. Tous les personnels traîneurs ont déjà eu une personne un jour qui leur a demandé: ah, tu peux pas me faire un peu de patte d'ours? J'aimerais bien un petit peu taper. Et ce phénomène étant d'autant plus accru par le Covid, qui a laissé des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Et on sait que la boxe aujourd'hui, c'est le pont parfait entre le travail physique, d'une part, le travail mental et émotionnel, d'autre part. C'est le pont parfait. Tu n'as qu'une discipline aujourd'hui dans le fitness qui peut regrouper aussi ça, c'est le yoga. C'est pour ça qu'il y a autant d'engouement dans le yoga. Et j'ai envie de te dire que même la boxe, c'est encore plus accessible que le yoga. Le Mhm. yoga, ça demande aussi une certaine mobilité, parfois une certaine proprioception, conscience de son corps que tout le monde n'a pas. Le boxing, on ne demande pas d'être boxeur. Tu travailles dans les pas d'ours ou dans le sac, tu frappes, tu frappes. La technique, pour ne pas te faire mal, on te la montre en 2-3 minutes et après, c'est juste de la pratique régulière. Donc, je pense que le coach a tout intérêt aujourd'hui, d'autant plus que les techniques de coaching classiques sont accessibles à tout public. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas coach sait comment faire un comédie. Mhm. Il va sur Internet, il t'en trouve un. Donc aujourd'hui, la place du coach est remise en question de plus en plus avec des formations qui demandent à… Bon, je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là, en vrai, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. C'est de plus en plus accessible aux clients. Donc, l'accompagnement de qualité va passer par d'autres outils. Et je pense que l'outil box, c'est l'outil phare. Mais dans 5 ans, on en rediscute, on fait le pari. Partout, on en verra et on se dira, putain, mais on en avait parlé déjà à l'époque dans ton podcast. Et j'espère que les gens ont écouté. C'est l'avenir, tout simplement. Il n'y a pas à dire plus. Ok. C'est quoi ta vision du coaching, toi, dans les prochaines années? Pour moi, ma vision du coaching, ça va être très simple. Je pense que il y aura de moins en moins de place pour l'approximatif. De moins en moins de place pour l'approximatif. Les clients finaux vont être en quête d'expériences plus immersives, plus poussées, plus pointues et vont s'intéresser de plus en plus à leur corps, à leur bien-être. On a tout ce phénomène un peu, euh, comment dire, tout ce phénomène de… Tu sais, les gens, ils sont aware un peu au niveau ils ont une conscience aujourd'hui de leur corps. Ils savent que le corps, c'est le temple, que tout se passe là, tu vois. Tu sais, maintenant, tu as cette euh, mode un peu de manger bio, d'être vegan, etc. C'est parce que les gens ont de plus en plus conscience que le sport ou l'activité physique va avoir cette marche vers l'avant. Donc, les coachs qui vont être professionnels justement du bien-être, ou tous les professionnels de la remise en forme en, en général, ils vont devoir être, à mon avis, soit hyper pointus, hyper spécialistes dans une discipline pour vivre, ou soit être très global. Ça veut dire très global, ils vont devoir savoir faire des exercices fonctionnels, savoir tenir des pattes d'ours, savoir faire un chien-tête en bas, savoir connaître des méthodes de développement de force, s'y connaître un petit peu en haltérophilie. Ils vont devoir être très, un coaching à 360. Moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Plus de Ok. place pour l'approximatif. Ça veut dire que le coach qui connaît uniquement que les méthodes de musculation, si ce n'est pas pour travailler avec des gens qui ont des pensées de devenir athlète, IFBB Pro ou des trucs comme ça, je pense que pour le client lambda, ça ne va plus exister. Même les salles, elles seront en quête de plus. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune coach qui veut développer un business dans le coaching? Quelles sont, toi, les recettes importantes ou les erreurs à ne pas faire? Euh, je pense qu'il faut lire beaucoup. Je pense qu'il faut… En fait, non, l'erreur à ne pas faire, je pense, euh,
Tu vois, toi, j'ai regardé un peu ce que tu fais, ça fait des années en fait, il faut faire comme toi, tout simplement. Faut, malgré toute l'expérience que tu as emmagasinée, je ne vais pas donner ton âge ni les années que tu as passées dans le fitness, mais tu as passé plus d'années dans le fitness presque que moi dans ma vie, mais tu continues à échanger avec les gens, à demander, à être curieux. Et je pense que c'est le plus important, en fait, quand tu veux monter un business. Il Est-ce faut que constamment demander. tu as du coup un livre ou une ressource qui, toi, t'a marqué en tant que à la fois personal trainer ou en tant qu'indépendant, chef d'entreprise? Peut-être des choses qui En termes pourraient de nous personal inspirer? training, pas vraiment, parce qu'au final, les bouquins qu'on a, c'est des bouquins assez techniques. Donc, on va être surtout dans la technicité. Et ça, il y a plein de bouquins très bien, hein. Mais dans tout ce qui va être cet aspect, je pense que c'est même plus important de développer un peu tout ce qui est à côté de l'aspect technique, donc comment développer un business, parce qu'au final, tous les personal trainers sont des businessmen, qu'ils soient en personal training ou head trainer. Dès que tu es en indépendant, tu es un businessman. Donc, je pense que c'est des bouquins sur le business qu'il va falloir développer. Je sais il y a pas mal de bouquins que j'ai kiffé. Un bouquin que j'avais bien kiffé, c'était L'autoroute du millionnaire, j'avais bien aimé. DJ Marco, ouais. Exactement, ouais. Il en a écrit 2 qui sont pas mal, ouais, qui te retournent bien Celui-là, la tête. ouais, celui-là, il est excellent. Celui-là, vraiment, j'ai lu pas mal de bouquins dans ce registre-là. Et celui-là, je l'ai lu, mais en plus, il est bien balèze, hein, mais je l'ai lu d'une traite, quoi. Ok. Comment tu fais, toi, Booba, pour continuer à progresser, à t'améliorer? Hum, je me forme, comme tout le monde. Je me forme. Comme tout le monde, peut-être pas, mais, mais en tout Non, comme tout le monde qui s'améliore. cas. Comme tout le monde qui s'améliore. Je me forme et ouais, c'est ça. Après, la formation, il y a beaucoup de gens qui ont un avis très tranché sur la formation ou qui le voient que d'une manière. La formation, c'est pas forcément payer 1 000 € pour te mettre face à un gars qui va t'expliquer comment vivre ta vie. La formation, c'est, par exemple, moi-même, à travers mes podcasts, je me forme. Mhm. Tu vois. Quand je fais venir un Alex Verret et que je lui pose la question de comment durer dans l'industrie du fitness et qui me parle de sa roadmap, donc ça, c'est des trucs dont on ne parle pas à l'école, tu vois. Mhm. Quand je vais parler, je ne sais pas, avec Naj, justement, le collègue dont je te parlais tout à l'heure, de comment développer son audience sur YouTube, moi, je me forme, tu vois. Et ça, c'est une manière de se former. Tu peux échanger avec tes collègues. Ça veut dire qu'il ne faut pas être orgueilleux et de se dire, ah, un tel, il fait plus d'argent que moi, je ne parle pas. C'est pas intéressant, ça. Mhm. Ça va, ça vient. Un jour, tu feras plus, un jour, il fera plus. Et même au contraire, ça doit être une source de motivation pour toi parce que s'il peut en faire tant, c'est que tu peux en faire autant. Et tu peux échanger avec tes collègues. Donc, tu échanges avec des collègues qui, pour toi, ont réussi dans un domaine. Moi, il y a un truc que je fais toujours, je ne sais pas si ça reflète quelque chose dans ma personnalité ou quoi. Par exemple, je travaille à Épisode aujourd'hui et je fais les cours de tous les coachs. Tous les coachs, je fais leurs cours. Tu suis Dès que les j'ai le cours temps, ouais. je vais au cours d'un autre coach. Parce que même dans ma pratique, je les vis. Je fais le cours comme un client lambda. Là, je sors aussi, après avoir bossé, je sortais encore d'un cours. Là, je suis parti carrément dans une autre salle. Dans Ok. une autre salle qui propose du boxing. Comme j'en propose, j'ai fait un cours avec un mec qui était top. Et c'est une manière de se former aussi. Ouais, tu as un autre angle d'approche au niveau du coaching, au niveau de la pédagogie, au niveau des mots qu'il utilise. Oui, c'est. C'est tout. Comment tu veux être le meilleur dans une discipline si tu ne sais même pas comment les autres travaillent dans cette discipline? Tu vas écouter tes clients, mais pour eux, tu seras toujours le meilleur. Mhm. Pour eux, tu vas toujours être le meilleur. C'est comme si tu demandais à ta maman qui était le plus bel enfant de la planète, elle te dira toujours toi. Mhm. C'est sûr. Tu es obligé de te confronter à ce qui se passe. Après, je ne dis pas faire de l'espionnage industriel, c'est pas ça. Parce que pour moi, déjà, le sport, c'est une passion. Ça veut dire que si tu n'as pas cette passion, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui perdent leur passion justement en devenant coach. Ils deviennent coach, ils font que du coaching, ils perdent la passion pour l'activité physique. Et ça, c'est un problème, tu vois.
Mais non, tu pratiques. Là, je pratique tous les collègues. J'ai fait au moins une fois leur cours. Et ça, c'est une manière de se former. Tu lis des bouquins, tu regardes des podcasts. Les podcasts, c'est gratuit. Tu fais des podcasts gratuitement. Tu donnes énormément de savoir aux gens gratuitement. La dernière fois, je voulais, quand tu m'as contacté, directement, je me suis dit, attends, il faut que j'écoute un podcast. J'ai écouté le dernier que tu as mis sur Spotify. Il y avait le lien sur ta bio. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le trajet le plus long que j'avais dans la journée. J'ai mis mes écouteurs et j'écoutais. Et le mec, il parlait, il parlait, il parlait. C'était un de tes intervenants qui avait ouvert une salle dans les dom-toms, À La Réunion, ouais. à La Réunion, exactement. Vincent, ouais, ouais. Exactement. Et il disait des trucs qu'au final, je t'ai redit. Mais si tu ne sais pas, tu as juste à écouter. D'autres sont passés par là. Et après, si tu préfères une expertise avec des gens qui sont dédiés sur un domaine bien spécifique, ben, tu payes une formation, c'est possible aussi. Mais tu peux, en fait, pour moi, se former, c'est même pas se former, c'est se nourrir intellectuellement, vraiment au sens de manger. Et en fait, normalement, tu dois manger tous les jours. Tu manges Et avec tu as une routine, toi, pour apprendre ou pas? Ou c'est Non, en fonction, ouais, honnêtement, j'en ai pas, mais j'apprends tout le temps. Soit je suis un podcast. Bah, par exemple, tu vois, mes temps libres, je regarde beaucoup de podcasts. Je ne suis pas trop Netflix, film. Ça dépend une fois de temps en temps ou une série spécifique que j'aime vraiment. Mais sinon, je suis plus de podcasts. Je regarde énormément de podcasts sur YouTube parce que moi, j'aime bien le format visuel. Donc, ouais. j'aime beaucoup le format visuel. Donc, je regarde pas mal sur YouTube, sur mon téléphone. Et quand je suis dans la route, etc., je mets mes écouteurs, je regarde. J'écoute des podcasts aussi audio. Ben, du coup, là, j'ai commencé à écouter des podcasts audio. Tu as des chaînes YouTube ou des podcasts à nous partager? Tu aimes bien? Ouais, après, moi, ça va un peu dans tous les sens. Hein, c'est pas forcément toujours le sport. Bah, un podcast que j'aime bien aussi parce que très technique, assez cartésien, c'est ABD Podcast avec Aurélien Broussal. Lui, je l'aime bien. Mhm. Euh, J'aime bien son approche. Il a des invités. Parfois, c'est très spécifique. Après, c'est un peu plus dans la performance. Donc, moi, ça me parle. Après, quelque chose qui n'a rien à voir sur YouTube que je kiffe regarder, c'est We Hustle. C'est un mec, chairman, qui invite des anciennes célébrités, des acteurs, des chanteurs. Et l'objectif, c'est de parler justement de leur réussite et de leurs échecs. Donc, c'est très motivationnel. C'est un peu un truc à la Tony Robbins, tu vois, un peu tough, tu vois. Donc, c'est pas mal aussi. Et sinon, ouais, non, j'ai des bouquins. Robert Greene, j'adore, tu vois. Ouais. Le nom de Robert Greene, bah, j'ai tous ses bouquins. Robert Greene, j'ai tous ses bouquins. Là, je suis en train de lire le dernier qu'il a sorti sur les stratégies je l'ai dans la chambre, là, j'ai oublié le titre, mais je lis beaucoup. J'échange énormément avec les collègues. Et ça, c'est sous-estimé. Mhm. C'est Ouais. sous-estimé. C'est sous-estimé. Et Je prends le temps d'appeler un collègue ou d'aller boire un café, voir sa vision des choses, discuter, etc. J'ai pris plusieurs cafés avec Léo Bourgoin, que tu as reçu dans l'un de tes podcasts. Parce que je l'avais reçu moi sur l'une de mes interviews aussi. Donc, on prend le temps, on discute, on échange. Puis voilà quoi. ok. Après, des formations aussi, j'en paye. J'ai des formations en ligne ou des formations même en présentiel. J'en paye parce que il y a certains savoirs qui ont un prix aussi. Je néglige pas aussi tous les trucs un peu gratuits que les gens peuvent envoyer, les e-books et tout. Je lis, je te nourris quoi. Et avec ton recul et avec ton expérience aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu avais la possibilité de les refaire? Bonne question. Euh, non, rien différemment. Je pense que, après, j'ai une petite expérience, hein, comme je t'ai dit, moi, ça fait 6 ans que je suis là. J'essaye de faire tout ce que je peux. Ça veut dire que si j'ai une opportunité, j'essaie de la saisir. Donc, j'ai aucun regret. Tu vois, par exemple, j'ai aucun regret. Et il y a des choses qui auraient pu être faites différemment, mais je suis même pas sûr que je les aurais faites différemment en voyant ce que ça a pu m'apporter derrière. Tu vois, parfois, tu as des erreurs qui sont au final pas des erreurs, c'est des leçons. Ouais. C'est quoi ton échec ou ton challenge préféré? Mais en fait, c'est toujours les mêmes. Hein.
C'est toujours ah, lui, non, ça va pas marcher ou ça va pas le faire. Et au final, ça cartonne. C'est Mhm. toujours comme ça. Par exemple, le BP, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé au BP, moi, j'étais en liste d'attente. Ça veut dire qu'en fait, il y a 75 places. On était peut-être 100, ouais, genre peut-être 100 ou 150. Ça veut dire qu'il y avait 75 personnes qui étaient acceptées. Après, tu avais une liste de 25 personnes qui étaient potables. Et après, tu avais ceux qu'on ne voulait pas, tu vois. Et encore, ça se trouve qu'ils nous ont menti. Ça se trouve qu'il n'y avait que les deux premières listes dont je te parle. Donc, ceux qui étaient en liste d'attente, c'est ceux à qui on a dit, écoute, bon, tu as le niveau pour faire le BP, mais tu n'es pas parmi les meilleurs qu'on a vus, donc on préfère les autres. Donc, moi, ils m'ont mis dans la liste d'attente. Quand je passe en revenant du Brésil, je passe les tests de sélection. Je crois que c'est 1 ou 2 semaines après, hein. Je passe les tests de sélection. Moi, pour moi, c'est bien passé. Après, bon, il y a plein de trucs que je ne connaissais pas parce que je n'avais pas eu le temps de me préparer à ça. Mais ouais, je suis sur liste d'attente. Je suis sur liste d'attente. Ça veut dire que j'avais un. Tu sais, nous, on a les stages. On a Mhm. les stages dans des entreprises. Et je me rappelle à l'époque, j'avais un stage au CMG de Montparnasse. Le directeur m'a dit, OK, pas de souci. Tu te prends dès que tu passes tes tests de sélection, dès que tu es pris, tu travailles chez nous à Montparnasse. Et ben, je l'appelle et je lui dis, bah, écoute, je n'ai pas été pris, je suis en liste d'attente. Il me dit, bah, écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir te garder la place. Je te dis si je garde la place ou pas, mais potentiellement, je prendrai quelqu'un d'autre. Je dis, OK, pas de souci. Donc, j'attends. Et on arrive à 1 semaine avant la rentrée et il y a une place qui se désiste. La directrice m'appelle et me dit, oui, bon, Bouba, il y a une place qui se désiste. Est-ce que tu veux toujours participer à la formation? Je dis oui. Donc, je retourne au CMG et je lui dis, ben, c'est bon, finalement, il y a une place qui s'est désistée. Je suis là, je suis pris. Quand est-ce qu'on commence? Et le mec, il me dit, ben non, j'ai plus de place pour toi, tu vois. J'ai plus de place pour toi. Donc là, c'est la galère. Je cherche partout. Il n'y a plus de stage parce que tout le monde a trouvé son stage entre-temps. Et la veille ou l'avant-veille, genre 1 ou 2 jours avant, par le contact d'une personne que j'avais rencontrée pendant les tests de sélection, je trouve un stage. Je trouve un stage et je lui explique la situation. J'étais en séance d'essai. Enfin, j'étais dans le groupe de repêchage. Donc, j'ai plus de club. Il me faut un club, etc. Et le mec, il me dit, écoute, j'ai déjà un stagiaire. Bon, le stagiaire, il est sur la fin d'année. Je peux potentiellement avoir besoin d'un stagiaire. Mais nous, on ne recrute pas les gens de cette école. Nous, on recrute les gens de telle école. Et je suis là, j'appuie, je dis s'il te plaît, etc., etc. Et il dit, bon, on va faire l'essai, mais par contre, je te le dis, tu as intérêt à te tenir à carreau parce que là, je te fais vraiment une fleur, tu vois. Je lui dis, OK. Et je fais mon année et je cartonne tout, quoi. Je cartonne tout, tous les tests, tous les cours, la physio, la natte, j'ai les meilleures notes partout, partout. Et je termine meilleur, je termine meilleur de ma promo, quoi. Donc, c'est la meilleure pour moi. Et ça s'est passé pour ça, ça s'est passé comme ça pour tout. Ça s'est passé comme ça quand j'ai voulu être entraîneur. Au début, c'était ah non, tu n'as pas d'année d'expérience. Moi, j'ai des gens qui ont 5 ans d'année d'expérience, etc. J'étais le plus jeune quand je faisais le BP. J'étais le plus jeune quand j'ai voulu faire être traîneur. Quand j'ai voulu lancer mon média, les gens au début m'ont regardé, m'ont dit tu vois quoi? T'es bizarre, toi. Pourquoi tu veux faire un média? Un média, mais ça ne va pas marcher, ça ne va pas prendre. C'est pour tout, tu es toujours sous-estimé pour tout ce que tu fais. En tout cas, tu es toujours jugé. Mhm. Et tu vas aller où, toi? C'est quoi ton leitmotiv dans la vie? Euh, Moi, j'ai pas de. En fait, je veux tout. Je veux tout voir. Je veux tout voir. Ça veut dire que je veux explorer. Je suis un explorateur. Je veux explorer, voir ce qui. On est né avec des capacités physiques et intellectuelles. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser? C'est ça la vraie question. Et là, t'en es où en termes de pourcentage? C'est une bonne question. Parce que là, je suis dans le pourcentage où cognitivement, j'ai réussi à débloquer certains mécanismes. Donc, je sais que je suis sur une amélioration de la concentration.
je me concentre mieux, je suis plus posé. Avant, j'étais quelqu'un de très, très, très impatient. Je suis beaucoup, beaucoup plus patient. Euh, Où est-ce que tu vas mettre ton focus dans les mois et les années à venir? Dans les deux projets qui sont en train de se développer là, donc premièrement la formation et le média. Après le média, pour moi, il n'y a pas vraiment d'objectif. Pour moi, c'est juste le partage. J'échange avec des gens et je partage. C'est plus comme ça que je le vois. Le média, après, tu as toujours quand tu lances un média, tu te dis toujours, faut que j'ai tant de followers, j'aimerais bien avoir tant de followers, j'aimerais bien faire tant de vidéos, avoir tant de vues, etc. C'est toujours frustrant quand t'as pas le nombre de vues que tu aimerais pour le contenu que tu proposes. Tu dis, ouais, là, c'est du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, j'aimerais que ça se propage à tous. Mais maintenant, aujourd'hui, je te dis la vérité, dans le média, je suis plus trop dans cette optique-là. Je suis dans l'optique de je partage et ceux qui je partage et ceux qui veulent se nourrir intellectuellement le feront, quoi. Ceux Est-ce que qui ne le est-ce font que pas, c'est pas est-ce que grave. tu crois qu'en 2022, là où on tourne cet épisode, c'est encore intéressant pour un coach de lancer sa chaîne YouTube pour se faire connaître, pour développer son business? YouTube, je sais pas. Mais d'être sur les réseaux sociaux, c'est un impératif. Aujourd'hui, ton Instagram, c'est ta carte de visite. Ça, c'est clair. Ton YouTube, ça va être un peu ton book pour montrer ce que tu es capable de faire. Mais je pense que être actif sur les réseaux, c'est important. Après, quel réseau? Je ne sais pas, Science Infuse, je ne pourrais pas te dire si YouTube, c'est le plus intéressant. Tu peux être sur. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur TikTok aujourd'hui. TikTok qui est un réseau qui a une croissance exponentielle. Tu as aussi Twitch. Tu as beaucoup de gens qui sont sur Twitch maintenant. Donc, je pense qu'en fait, il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas se laisser dépasser par son temps. Il ne faut pas être trop vieux jeu à se dire, ah, mais non, mais je ne suis pas comme tous ces pseudo-coachs qui se montrent sur Internet. C'est des générations différentes. C'est une approche différente. Ça va dépendre de ton public cible. Si ton public cible est sur YouTube, va sur YouTube. Si ton public cible est et que en présentiel, reste en présentiel. Je parlais avec David Hurst justement sur les 5 méthodes de prospection. On avait fait une vidéo sur ça. Il m'a dit un truc très intéressant. Il disait que dans le marketing, tu as deux formes de marketing. Tu as le marketing online et tu as le marketing de terrain. Voilà. Et ce marketing-là, les deux cumulés, ça ne représente que 20% des techniques de prospection pour un coach lambda, que 20%. Tu as le onboarding, etc. Tu mettras le lien de la vidéo. Si certains sont intéressés, pourront la regarder. Et en fait, il explique que dans les 20%, tu as deux marketing, online et offline, comme tu dis. Ça veut dire que le online ne représente que 10% des techniques de marketing. Pourtant, certains coachs mettent 90% de leurs ressources sur ces 10%-là. Donc, ça peut être contre-productif. Pour certains coachs, ça va être intéressant. Moi, je sais que, par exemple, je te reparle encore une troisième fois de Nage, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois. Et lui, il fait du coaching online. Ça veut dire que les clients qu'il va avoir, avant, quand il travaillait avec moi, c'était en présentiel. Mais maintenant qu'il travaille avec moi, il travaille en distanciel. Les gens sont en distanciel. Donc, ça prend tout ça prend tout son sens d'être sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Vu que ta clientèle est là-bas. Mais par contre, si tu travailles dans le basic fit de Levallois-Perret, pourquoi tu fais des vidéos YouTube si c'est pour prospecter ces clients-là? Ça ne sert à rien. Il faut faire directement ton marketing dans le club. Exactement. Au pire, dans la ville, tu vois. Mais je ne sais pas, dans le journal de la ville, dans les restos de la ville, oui. Mais pourquoi dans les réseaux sociaux? Ça dépend tout. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est toujours en fonction d'eux. Yes. Bon, bah, top. En tout cas, c'était super intéressant. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager? Un message? Déjà, je te félicite pour ce que tu fais parce que je pense qu'on est dans la même dynamique. Cette notion de partage, j'ai regardé un peu ce que tu faisais justement et je trouve ça super. Je trouve ça super de vouloir partager avec la communauté des coachs sportifs, de les informer, de les aider à s'élever, à s'inspirer.
Donc, je t'envoie toute la force que je peux t'envoyer. D'ailleurs, un jour, si tu es sur Paris, avec grand plaisir, j'aimerais bien qu'on fasse une petite interview pour parler justement de tout ça. Ça pourrait être super intéressant. Et voilà, c'est le dernier mot pour la fin. Merci à toi et merci à tous ceux qui écouteront et qui prennent le temps. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram? Ouais, je suis sur Instagram. Alors, ça dépend. Si vous voulez suivre la page, c'est First Round Mag. FIRSTROUNDMAG, ou c'est Mag ou Magazine. Bon, je crois que c'est Mag juste intitulé. Après, si vous voulez me suivre moi en perso, bon, il n'y a pas grand intérêt parce que sur mon Insta, je ne suis pas très, très actif. C'est Booba Coaching, tout collé, BOUBACOACHING. C'est les mêmes réseaux sur Facebook, c'est les mêmes réseaux sur LinkedIn, c'est les mêmes réseaux sur YouTube. Ok, je mettrai de toute façon tout ça sur la description. Et si on est intéressé du coup pour la formation ou pour ce que tu vas mettre en place dans les semaines à venir, je suppose que sur le site ou les différents réseaux, tout sera noté. Yes, si vous êtes intéressé pour les formations de boxe au service de la remise en forme, suivez la page First Round, il y aura toutes les actualités parce qu'en fait, il y aura un nombre de places limité. Donc, je ne vais pas faire une très grosse campagne de pub dessus. Je vais faire une campagne localisée sur mes réseaux. Donc, suivez le Insta First Round Magazine. Ok, bon, super. On regardera ça avec attention en tout cas. Merci Booba, merci pour ton partage. Merci tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Ça permet à l'algorithme de remonter un petit peu dans les classements. Merci. Puis au plaisir du coup de se voir en vrai. Si je viens sur Paris, je te contacterai avec grand plaisir. Merci Booba. Salut. Merci. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.